Quand le gouvernement américain est autorisé par Macron à racheter les turbines nucléaires qui faisaient la force de frappe française et les centrales nucléaires françaises, eh ben, ça veut dire que maintenant, si on veut, par exemple, mettre un sous-marin nucléaire en mer, il faut demander la permission à General Electric, donc aux États-Unis. Mais ça, c'est de la forfaiture. Monsieur Macron doit être en prison. C'est de la trahison. C'est de la haute trahison. Autrefois, ça aurait été contre le mur. Aujourd'hui, pour la première fois en 12 siècles d'histoire de France, il n'y a plus un seul grand intellectuel français. C'est la première fois que ça se passe. Qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on se soit crétinisé à cette allure-là? Et cette crétinisation, elle se voit tous les jours quand vous écoutez parler les gars. Ils ont un vocabulaire qui fait, je sais pas, 600 mots si vous avez de la chance. Donc, il s'est passé un phénomène dans nos élites qui est très curieux. Elles sont juste devenues... J'imagine la même chose s'est passée avant la Deuxième Guerre mondiale, où on avait eu un effondrement aussi de nos élites considérable, mais il y avait quand même des gars qui continuaient à être phosphorés. Il y a peut-être encore des très grands intellectuels en France, mais en tout cas, je les vois pas, je les trouve pas, je sais pas où ils sont. L'embêtant, c'est que la Russie, ils avaient prévu le coup. Ils avaient monté des systèmes internes et un système alternatif avec la Chine, etc., pour pouvoir continuer les transactions internationales sans SWIFT. Ils l'avaient déjà monté, ils avaient prévu. Oui, Ils avaient prévu. D'accord. Et donc, on a fait on a fait péter notre bombe atomique. Ils s'attendaient, regardez les discours de Monsieur le Maire, à ce que la Russie s'effondre dans la seconde qui suit, et qu'elle vienne demander pardon, et il s'est rien passé. Ouais. Il s'est rien passé. Et le rouble est revenu au niveau où il était avant la crise. Et du coup, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que la Russie a dit, mon pétrole ou mon gaz à partir de maintenant, je le vendrai en rouble ou en or. Je passe plus par vos monnaies puisque vous pouvez me bloquer. C'est-à-dire qu'on est en train de voir monter un deuxième système monétaire qui sera cette fois non plus dominé par l'Occident, mais par les autres. Non plus par le dollar. Non plus par le dollar, ça va être complètement fini. Et vous allez avoir deux systèmes parallèles. Un qui est fondé sur le prix de l'énergie, parce que le rouble et l'énergie, c'est la même chose. Hein. Vous regardez la variation du rouble historiquement par rapport au prix du pétrole, c'est pareil. Donc ils ont donc fait un système maintenant qui est fondé sur l'énergie, le prix de l'énergie et le prix de l'or. Et nous, qui sera fondé sur des monnaies gérées par des clampins complètement incompétents, nos banquiers centraux. Éric Zemmour est un fervent défenseur de la réindustrialisation de la France, mais en même temps, il s'oppose à l'idée d'un Frexit. Il évoque un chaos social en cas de Frexit. Donc, dans quelles conditions une réindustrialisation de la France est-elle possible en restant dans l'euro? C'est pas possible. Oui. C'est pas possible. La rentabilité, ce qu'on appelle la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises dans l'industrie, est la moitié de ce qu'elle est en Allemagne ou en Angleterre. Donc, n'importe qui fait une usine dans le cadre de l'euro et de l'Europe d'aujourd'hui, s'il la met en France, il est fou comme un lapin. Il doit la mettre en Allemagne ou en Angleterre, mais elle n'est plus dans l'euro. Elle n'est plus dans l'Europe. Donc, grosso modo, si vous voulez, c'est, encore une fois, je sais pas, j'en ai pas parlé avec M. Zemmour, mais la réalité, c'est que vous pouvez pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas rester dans l'euro et agir sur d'autres leviers pour permettre cette réindustrialisation. Il faudrait que la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises double, ce qui suppose qu'on coupe les transferts sociaux de 30 ou 40%. Beaucoup travaillé avec Soros. C'est un trader de génie. C'est-à-dire que son approche des marchés financiers est prodigieusement efficace. C'est vraiment le plus grand trader de l'histoire. Donc il a fait une énorme fortune, qui se compte certainement au-dessus de 100 milliards de dollars, ce qui est énormément d'argent. Et quand j'allais le voir, donc il y a 30 ans ou 40 ans, si vous voulez, je sortais de chez lui, j'étais absolument vidé, parce qu'il vous disait jamais ce qu'il pensait, mais il vous posait des questions, et il allait jusqu'au moment où vous ne saviez plus, quoi. Je veux dire, donc vous sortiez, la plupart des clients, ils attendent tranquillement, vous leur expliquez, et puis ils vous embêtent pas trop. Lui, c'était le scalpel, quoi, c'était tu vois. Mais je crois fondamentalement que c'est un homme, je vais employer un mot, méchant. Il cherche à faire le mal. Le but de George Soros, c'est d'essayer de faire croire qu'il est un grand intellectuel. Or, c'est un porte-avions en moteur de Vespa. Il ne l'est pas. Il n'est pas intelligent. Mais ayant gagné énormément d'argent,
Il a des idées, comme nous tous, de ce qu'il faudrait faire dans le monde, qui à mon avis sont fausses, sont pas bonnes. Et il utilise cet argent qu'il a gagné pour influencer les choses, pour montrer qu'il avait raison. Donc c'est un cas d'un gars qui a gagné trop d'argent pour son bien, quoi. Et pour le nôtre. Maintenant, j'essaye de le voir le moins possible, quoi, parce qu'il me met mal à l'aise. Il y a une vingtaine d'années, il y a un sociologue anglais qui a publié une étude qui m'avait beaucoup amusé. J'avais publié un papier à l'époque dessus. Il dit, il y a un nouveau système qui est en train d'apparaître devant nos yeux éblouis, c'est l'ineptocratie. C'est-à-dire l'ineptocratie, d'après sa définition, qui est remarquable, c'est un système dans lequel les gens les moins capables de gouverner sont élus par les gens les moins capables de gagner leur vie, tandis que les gens qui sont productifs se voient voler le résultat de leur production pour entretenir des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Et on est en ineptocratie, c'est-à-dire que ça fait maintenant 25 ou 30 ans qu'on a des gens qui sont élus, qui sont incompétents, ineptes. Et c'est un système auquel on n'avait pas pensé, c'est une forme de la démagogie auquel on n'avait pas pensé. Et comment vous vous débarrassez d'une ineptocratie? Regardez, dans le métier de journalisme, quand j'étais gamin, il y avait quand même des journalistes, et Dieu sait que c'était dans les années de Gaulle et qu'il n'était pas facile, mais enfin, qui n'avaient pas peur de dire non. Mais moi, je suis stupéfait de voir à quel point maintenant, vous avez un incident au Stade de France, où il y a des gars qui se font casser la gueule, et on nous explique que c'est la faute des Anglais. Les Anglais eux-mêmes disent, mais pas du tout. Nous, on est arrivés tranquilles, on s'est fait casser la gueule et tout. Et toute la presse française reprend, c'est la faute des Anglais. Non, pas toute la presse. Il y a dû avoir valeur actuelle. Essentiel. Il y a dû avoir valeur actuelle, mais sinon, c'était la faute des hooligans anglais. Moi, personnellement, si vous voulez, j'ai toujours pensé que Macron était bête. Ah. Pourquoi? Pour une raison très simple, si vous voulez, c'est qu'il a raté 3 fois Normal Sup. C'est vrai. Il a raté 3 fois Normal Sup, il est passé à grand coup de transpiration à l'ENA, et ensuite, on l'a fait monter dans l'inspection des finances pour qu'il devienne... Mais c'est un homme qui n'a aucune intelligence des situations. C'est-à-dire que il est juste... un but de sa personne. Un but de sa personne, et persuadé qu'il est quelqu'un de tout à fait spécial. Moi, j'ai toujours dit, cet homme est idiot. Le vrai problème de Macron, c'est qu'il est idiot. Et la condition d'animal domestique entraîne la boucherie. À partir du moment où vous acceptez que vous êtes un animal domestique, que vous allez être protégé, que vous n'êtes pas libre, et ben vous terminez à l'écarisseur. Le dindon, il est très content de voir le type arriver pour le nourrir tous les jours, jusqu'au jour où le type arrive pour en faire une dinde de Noël. Mais pendant la moitié de sa vie, tous les jours de sa vie, il est extrêmement content de voir arriver le gars qui le nourrit. Parce qu'il se dit, chouette, il arrive, je vais bouffer. Ben, si c'est ça votre objectif pour les hommes, moi c'est pas le mien. Si vous voulez faire rire un Chinois, vous lui parlez des 35 heures. Le type, il en peut plus de bonheur. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la demande d'énergie continue à monter, puisque l'Inde continue à se développer, la Chine continue à se développer. Donc on arrive à peu près à 100 millions de barils par jour aujourd'hui d'équivalent pétrole de demander, et la production n'est plus qu'à 98. Donc le prix du pétrole va passer à 140, 150, 200, 250, et c'est inévitable parce que c'est très inélastique par rapport au prix, ce truc-là, l'énergie. Même si on se tape des récessions entre les deux. Même si on se tape des récessions entre les deux, mais il va y avoir des récessions, mais c'est la seule façon pour ramener l'offre et la demande en face. Et la récession, c'est pas ceux qui peuvent se le payer qui vont avoir les récessions, c'est ceux qui peuvent pas se le payer. Donc en particulier l'Allemagne. Donc il va y avoir une récession mais gigantesque en Allemagne, les gens ne se rendent même pas compte. En plus, ces pauvres Allemands, ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils avaient un avantage comparatif, c'est qu'ils savaient faire des belles bagnoles avec moteur normal. Et maintenant, on leur a dit qu'à partir de 2035, il faudrait qu'il n'y ait que des voitures électriques dans lesquelles ils n'ont aucun avantage comparatif. Donc c'est un secret que je dévoile ici. L'Allemagne va faire faillite dans les 5 ans qui viennent. Nous, au moins, on a liquidé toute notre industrie imbécile parce que c'est les Allemands qui nous l'ont pris. Mais ils ont pris une industrie qui est condamnée à mort, ce qui n'est pas très malin. Vous avez une montée du populisme parce que, qu'on le veuille ou non, la gauche a abandonné le peuple. La gauche n'aime plus le peuple. C'est tout à fait évident. Aimer le peuple, c'est pas être clientéliste, c'est simplement lui donner sa chance. Aujourd'hui, vous donnez votre chance aux fonctionnaires et vous tuez le peuple. Vous tuez le peuple travailleur et vous subventionnez
les classes dirigeantes qui sont toutes fonctionnaires. Donc ça n'a strictement rien à voir avec une politique. Cette politique qui est faite en France est faite contre le peuple. Et ils ne sont pas étonnés si Marine Le Pen fait un tabac, parce qu'elle transmet cette frustration. Moi, je suis quand même extraordinaire. Écoutez, vous avez eu ces élections qui ont été tout à fait étonnantes. Monsieur Valls m'a expliqué pendant 15 jours ou 3 semaines, je ne sais pas combien de temps a duré la campagne, qu'il ne fallait pas voter pour Madame Le Pen, que c'était très très mal. Il m'a jamais expliqué pourquoi il fallait voter pour lui. Il m'a expliqué pendant 3 semaines qu'il ne fallait pas voter pour Madame Le Pen. Bon, mais ça j'ai bien compris. Mais pourquoi je devais voter pour lui? Je ne sais toujours pas. Quand il y a un problème qui arrive, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il s'agite immédiatement les communications de crise et tout, et il prend une décision qui peut être complètement stupide, comme par exemple d'enfermer tous les Français pour le Covid. Ça n'a jamais rien réglé, ça a été un désastre. Ils l'ont pas fait en Suède, ça a très bien marché. Et une fois qu'ils ont pris cette décision, ils la font appliquer avec férocité, avec le monopole de la violence légitime qu'ils ont, en déclenchant la peur chez les autres. Donc on n'est plus dans une pensée scientifique. En Suède, ils n'ont pas fermé, ils n'ont pas eu de problème, leur économie va très bien, merci. Ils n'ont jamais fermé les restaurants, ils ont eu moins de morts que nous. Mais vous ne pouvez pas le savoir, parce qu'on ne vous le dit pas. Et c'est là qu'on tombe sur le rôle de la presse, qui aujourd'hui est détenue par 5 grands groupes, dans ce que j'appelle le capitalisme de connivence. Et ces 5 grands groupes ne disent que ce que le gouvernement veut bien qu'on dise. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a toute une série de pauvres gens qui m'écoutent sur l'Internet, parce qu'ils disent, voilà, il va l'air d'être payé par ces gars-là.